Écoutez, bienvenue à tous à ce club recherche de la Société d'histoire des Français de Chine. On est très heureux pour cette deuxième session de l'année de vous accueillir sur un sujet qui nous semblait marrant et avec un intervenant qui nous semble de haute volée. Donc, on a tous les éléments pour une soirée intéressante pour ceux qui sont en Chine. Pour ceux qui sont en France, ça doit être un peu plus midi. Mais voilà, l'objectif est de passer un bon moment autour de sujets historiques. Alors, on a encore un peu de bruit de fond, je coupe, etc. Donc voilà. Donc rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous rejoignent pour la première fois, la Société d'histoire des Français de Chine, on est une association loi 1901 qui est créée par des passionnés d'histoire. Hein, ça va pas plus loin que ça. Et on s'est dit qu'on allait organiser des conférences, des sujets de recherche, on organise aussi des visites, des podcasts, on écrit des articles, etc. Donc c'est une belle aventure qui dure depuis maintenant, dans ce format depuis 6 ans. On est assez visible et connu en Chine, mais aussi de plus en plus dans le monde français, on va dire, jusqu'en France. Et voilà, et notre sujet de prédilection, bien évidemment, c'est l'histoire entre la France et la Chine. Si vous voulez avoir plus d'infos sur nous, allez voir sur histoire-chine.fr. Il y a toutes les petites merveilles qu'on fait, qu'on essaye de bien faire. Et puis évidemment, comme on est une association, pour ceux qui ont du temps ou qui ont un peu de passion sur ce sujet-là, n'hésitez pas à nous rejoindre et à candidater pour devenir bénévole. On cherche toujours des gens pour nous assister. Encore une fois, on est une association à but non lucratif, donc toutes les petites mains qui nous aident sont bienvenues. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je te passe la main, Christophe, parce que c'est toi qui est responsable des clubs recherche. Et puis, je remercie encore Christian Henriot d'avoir accepté notre invitation pour intervenir aujourd'hui. On en est très, très fiers et puis très heureux. À toi, Christophe. Merci David pour ton introduction. Bonsoir à tous. Donc effectivement, on est très très heureux de recevoir Christian Henriot ce soir. Je vais donner juste un petit mot rapidement pour resituer le club histoire et le club recherche, pardon. Et voilà un peu le sens de cette intervention ce soir, enfin ce que ça représente pour le club recherche. C'est-à-dire que le club recherche à la base, comme l'expliquait David, c'est que ça s'inscrivait dans cette démarche de la Société d'histoire de réunir des amateurs d'histoire franco-chinoise, l'histoire de la Chine en français en tout cas, à Shanghai, et en Chine, mais plus simplement à Shanghai au départ. Donc on s'est retrouvé en 2020, on a lancé le club recherche, le premier, on devait être une petite dizaine, et ce qui est marrant, c'est qu'on s'est retrouvé dans l'ancien siège du Shenba, donc dans l'ancienne concession internationale, donc dans le restaurant, dans le café qui s'appelle The Press maintenant. Et donc c'était en présentiel à l'époque. Et donc l'idée, c'était vraiment de mutualiser nos connaissances sur l'histoire de Chine, qui étaient, on va dire, éparses et puis bon, très modestes, hein, sans aucune ambition scientifique sur le moment. On voulait vraiment se faire plaisir et apprendre des choses. Et donc ça a continué, ça a grandi. Ce soir, c'est la 21e réunion du Club Recherche. Et on est passé d'un petit groupe d'amateurs à accueillir Christian Henriot, qui est comme une référence dans l'histoire de la Chine contemporaine et notamment de Shanghai, du Shanghai des concessions. Donc, l'idée, c'est d'apprendre encore plus de choses. Alors, ce soir sur l'IA, l'IA à l'histoire. Auparavant, on a reçu aussi d'autres chercheurs en sciences humaines qui sont des professionnels de la recherche. On a continué aussi nos échanges entre passionnés. Et donc voilà. Christian Henriot représente quelque chose pour les amateurs d'histoire de Shanghai, notamment parce qu'il a mis en ligne le site virtuel Shanghai, qui est une ressource hyper précieuse pour nous et qui nous a bien, je pense, stimulé depuis le départ, avec toutes ces données en open source qui ont servi aussi à construire les ressources de notre site, hein, Histoire de Chine, grâce aussi à l'intervention de Thierry qui a pu un peu se servir de jeux de données, de cartes qui étaient mises en ligne sur le site virtuel Shanghai. Bien sûr, toutes les illustrations qu'on y trouve, notamment celles qu'on trouve là, ici en fond d'écran maintenant, qui sont réutilisables. Et pour ça, on remercie Christian Henriot, évidemment. Et voilà, Christian Henriot, un petit mot peut-être pour vous présenter.
Donc vous êtes historien de la Chine contemporaine, on va dire, la Chine contemporaine entre 1850 et 1949, donc la période des ports ouverts. Vous êtes actuellement historien à l'Université d'Aix-Marseille, de ce que j'ai pu lire, parce que vous avez une carrière assez dense et j'ai eu du mal un peu à identifier où vous êtes passé, où vous êtes encore en tout cas. Et là actuellement, vous avez, je ne sais pas si vous travaillez toujours dessus, je pense que oui. Vous avez mis en place l'INP China sur Elite Network and Power in Modern China. Donc c'est un projet de l'European Research Council dont vous allez nous parler ce soir, je pense, notamment de texte. Donc l'étude, vos spécialités, on va dire, sont l'histoire urbaine de la Chine contemporaine et l'histoire des élites. Vous rectifierez bien sûr si je me trompe, hein, qui a donné lieu donc notamment à Virtual Shanghai et donc à cette INP China. Voilà. Vous allez nous parler ce soir de l'IA appliquée en histoire, appliquée à la recherche historique, avec un cas concret donc tiré de l'étude du Shenbao, de sa version digitalisée, sur l'histoire des boutiquiers de Shanghai. Et puis voilà, je vais vous laisser la parole maintenant et vous laisser partager votre petite conférence. Merci beaucoup. Juste une chose, pour tout le monde, on est pas mal. Une petite règle et puis une petite explication pour ce soir. Donc, mettez bien vos micros sur mute pour qu'il n'y ait pas des bruits de fond. Et puis, donc, la présentation est prévue pour une quarantaine de minutes. Et ensuite, il y aura du temps pour vos questions. Vous lèverez la main ou vous pouvez écrire les questions. Enfin, comme vous voulez, on s'organisera à la fin. Mais il y aura un moment pour échanger avec des questions à la fin. Donc, allons-y. Merci beaucoup. Je suis tout à fait heureux d'avoir cette opportunité et donc je voudrais remercier David et Christophe pour leur invitation. Il est très rare que je fasse des interventions en français, mais je suis très heureux de parler devant un public qui s'intéresse donc aux relations avec la Chine, aux relations entre la France et la Chine, et qui, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai pu lire ici et là, bien sûr, sur votre site, mène déjà aussi ses propres recherches. Donc aujourd'hui, effectivement, je vais vous proposer une démarche, je vais vous proposer une démonstration assez simple dans son intention, mais ambitieuse dans son échelle, qui est comment un historien peut lire près de 70 000 articles du Shenbao, le grand quotidien de Shanghai, publié entre 1872 et 1949, pour écrire une histoire très concrète qui est celle des boutiquiers. Voilà. Donc, je voulais dire ces quelques mots en introduction avant de partager donc ma présentation que vous devriez voir maintenant. Voilà. Donc, voilà, le titre essayait de résumer un petit peu mon intention, lire 70 000 articles, les boutiquiers de Shanghai au miroir des intelligences artificielles. Vous pouvez voir que sur cette slide, il y a à la fois des éléments qui sont mon cerveau, qui sont une représentation de l'IA et en même temps un vieux registre de comptes de boutiquiers. Alors, juste un mot avant d'entrer dans le vif du sujet. Pour moi, l'intelligence artificielle, j'emploie assez peu le terme lui-même. On devrait dire intelligence artificielle générative n'est pas une baguette magique, ça n'est pas un substitut, ça n'est surtout pas un remplacement. C'est avant tout un instrument, ici un instrument de lecture à grande échelle, à condition d'être enchâssé, si je puis dire, dans une méthode. Il s'agit de poser une question, de mesurer, de contrôler, puis de revenir aux sources, au texte. De fait, mon approche repose sur ce que vous voyez en ce moment, sur ce que j'appelle une forme de triangulation. Il y a d'un côté ce que fait l'esprit humain, l'esprit de l'historien, qui s'appuie pour une part sur des compétences computationnelles, c'est le cercle bleu qui est en bas, c'est là où l'on fait l'essentiel à partir de méthodes qui sont à base de langage de programmation, Python, R, par exemple. Et puis, de l'autre, il y a effectivement l'usage de ces fameux grands langages, grands modèles de langue, les LLM, qui sont effectivement cette nouvelle IA générative qui permet d'aller au-delà
et plus rapidement que ce que l'on fait avec des méthodes classiques computationnelles. En fait, les deux et les trois même fonctionnent ensemble. Et j'essaierai de montrer et d'expliquer en quoi, effectivement, elles fonctionnent ensemble. Alors, je vais avancer en 4 temps dans cette présentation, de vous dire ou d'expliquer pourquoi les boutiquiers, pourquoi prendre ce sujet, vous dire comment j'ai construit le corpus, notamment avec Istext, effectivement. Je passerai par 2 démonstrations sur le vocabulaire et l'extraction de données, et enfin un- une application, l'usage très direct des LLM pour véritablement rendre visibles ces boutiquiers dans la presse. Pourquoi les boutiquiers? Pourquoi maintenant? Euh, les boutiquiers, c'est un groupe de gens assez peu important en soi historiquement. C'est pas un groupe phare comme peut-être les grands capitalistes d'un côté ou bien le prolétariat, la classe ouvrière de l'autre. Et c'est une des raisons pour lesquelles, sans doute, comme je le dis, ils sont absents, oubliés de l'historiographie chinoise. En fait, les boutiquiers, à l'époque qui nous intéresse, sont au cœur de l'économie urbaine ordinaire. Ce sont eux qui vendent, qui achètent, ils font du crédit, ils négocient, ils sont en lien, bien sûr, en contact avec les autorités. Ils sont ancrés dans leur quartier. Ce n'est pas comme maintenant en Chine, vous avez besoin de quelque chose, vous allez sur Taobao, vous avez besoin de manger, vous allez sur tel site, et hop, on vous apporte ça à votre bureau. C'est pas comme ça que ça marchait à cette époque-là. Et en même temps, ces boutiquiers, déjà, fournissaient un certain nombre de services qui peuvent s'apparenter à ce que l'on trouve aujourd'hui. Surtout, ces boutiquiers sont ancrés. Ils sont ancrés dans des quartiers, ils sont ancrés dans des relations sociales, ils sont ancrés dans des solidarités, mais ils sont aussi parfois pris dans des tensions, voire des conflits. Ce sont des acteurs du quotidien, très importants. Pourquoi maintenant? Parce que pendant longtemps, ils ont été difficiles à appréhender par des sources classiques ou par des méthodes classiques. Bien sûr, on pourrait se dire, il y a des sources telles que les archives. Les grandes maisons de commerce, les grandes maisons de marché ont laissé des archives. L'État a laissé des archives. Les guides ont laissé des archives. Mais le petit commerce ne laisse que très peu d'éléments, que des traces dispersées. Et le mieux que l'on pourrait obtenir serait dans les archives administratives d'aller voir ben voilà, des enregistrements, quel âge, quelques éléments comme ça, et puis la nature de boutique. Mais au fond, on n'apprendrait pas grand-chose. Or, l'une des sources qui les mentionne le plus dans les archives administratives, c'est la presse. Elle les mentionne très régulièrement et on va voir pourquoi et comment. Mais la presse, par nature, fragmente l'information. On trouve ici la mention d'une plainte, on trouve ici la mention d'un vol, la mention d'une dispute autour d'une dette, un incendie, une annonce ou un conflit. Et si l'on veut appréhender ces boutiquiers, bien sûr, on peut le faire comme nous l'avons fait pour d'autres sujets, c'est-à-dire de lire le Schoenborg page à page. Mais vous imaginez bien que un journal qui a été publié chaque jour pendant 77 ans, c'est un petit peu hors de portée de l'esprit humain. Or, avec les méthodes computationnelles, avec l'usage des LLM, on peut rassembler ces milliers, voire ces dizaines de milliers de fragments et reconstruire tout un monde social. Donc, ceci m'amène à vous dire que ces boutiquiers, et je passerai très vite là-dessus, bien qu'ils soient qu'ils aient une présence forte dans la ville, bien qu'ils soient partout dans la ville, ils restent un angle mort dans la connaissance historique que nous avons des boutiquiers, dans mon cas, à Shanghai. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas toute une historiographie extrêmement riche, et c'est celle que je vous montre sur cette diapositive qui paraîtra très académique. Je vais la traiter très très vite, mais elle sert à dire une chose. En Europe, l'histoire du petit commerce est relativement bien documentée, étudiée. Vous le voyez sur les dates qui apparaissent, cela a démarré dans les années 70, notamment avec les travaux de Châtelain. Et puis toute une série de travaux, aussi bien en France qu'en Angleterre, qu'aux États-Unis, qui nous mènent jusqu'au milieu des années 10,
qui vraiment ont couvert très largement les enjeux, les problématiques, les sources. Et bien sûr, j'ai lu cette historiographie pour m'inspirer. Lorsque j'ai regardé de près sur les plateformes chinoises comme CNKI ou même tout simplement sur les catalogues de bibliothèques, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pratiquement rien. Et le rien s'explique pour une raison que j'évoquais précédemment. Ça n'est pas une catégorie phare, ça n'est pas une catégorie qui a intéressé les historiens. Dans ma démarche, je travaille, je dirais, par couches successives. Je commence par des méthodes simples, compter, situer dans le temps, repérer les rythmes, et puis ensuite je regarde les contextes. Quels mots vont avec quels mots dans les articles sur mes boutiquiers? Je regarde quels sont les voisins lexicaux, quelles sont les co-occurrences de termes qui caractérisent cette population. Et puis enfin, je passe à des structures relationnelles à travers l'analyse de réseau, à travers l'analyse des acteurs, qu'ils soient institutionnels ou bien individuels. Et seulement ensuite, je passe à une étude plus systématique des textes, avec deux approches. Le topic modeling, je ne sais pas le dire en français, j'avoue que je n'ai jamais trouvé de bon équivalent. Topic modeling, qui est une méthode pour faire surgir d'un ensemble de textes importants des thèmes latents. Et enfin, en dernier, bien sûr, je m'appuie sur les LLM pour extraire de manière différente l'information de ces textes, classer cette information, la regrouper. Le point essentiel, c'est qu'à travers ces différentes méthodes, j'effectue une sorte de contrôle croisé. Chaque couche sert à mettre en perspective les autres. Quand tout converge, on gagne en solidité. Quand cela diverge, eh bien, cela signale peut-être un biais, une erreur ou une vraie question historique. Enfin, ces couches correspondent à cette articulation entre méthode computationnelle que j'évoquais au début, à base de langage de programmation, et LLM. On peut traiter en parallèle, bien sûr, mais aussi on peut l'utiliser pour les comparer les résultats, ou encore vérifier les résultats. L'enjeu, comme avant même de parler de comment on fait, c'est tout simplement l'échelle. Vous avez d'emblée l'ordre de grandeur du défi qui m'attend une fois que j'ai construit mon corpus. Je reviendrai sur la construction après. C'est près de 70 000 articles. C'est impossible à lire, bien sûr. Mais c'est en même temps fabuleux parce que cela veut dire que j'ai trouvé dans ces 77 ans du Shenpao une masse d'articles extraordinaires. Et pour moi, ça ne veut pas dire que je vais tout lire en bloc, ça veut dire que je vais organiser une lecture à plusieurs vitesses en essayant de repérer dans cette masse des zones plus denses, des évolutions, des familles d'événements, et à nouveau, à la fin, retourner au texte pour interpréter. Je le rappelle, j'insiste là-dessus, l'approche quantitative, le chiffre ne remplace jamais la source. Cela me dit où et comment regarder. Alors, comment est-ce que je suis arrivé à ces 69 000 articles? Comment trouve-t-on les boutiquiers dans le Shenpao? Cela ne va pas de soi du tout. Le problème, il est très concret. Ce que j'appelle boutiquier en français, ce n'est pas une catégorie stable dans le vocabulaire chinois. Si je choisis un seul terme, celui qui est le plus connu, celui qui est le plus courant, auquel on pense dans le chinois contemporain, Tianzhu, il est certain que je vais rater beaucoup d'articles, parce que je sais d'emblée, pour avoir lu de Shenpao pendant quelques décennies maintenant, qu'il y a d'autres termes. Le problème, c'est de voir comment est-ce que je peux trouver ces autres termes. Donc, il y a une première étape qui est strictement linguistique, conceptuelle. Comment identifier les termes, comment comprendre leurs nuances, comment décider lesquelles sont pertinentes. C'est une étape de méthode, une étape essentielle, et c'est là où Istext s'avère un outil essentiel. Donc je ne vais pas vous montrer, on verra si on le fait après, la plateforme elle-même. Dans Istext, on peut chercher, donc on prend un terme, n'importe lequel, mais on peut aussi s'appuyer sur cette pratique, je ne sais pas comment on peut la qualifier,
qu'on appelle les word embeddings. En fait, à partir d'un terme, tous les termes du corpus sont projetés sur des vecteurs. Et c'est la distance entre ces vecteurs qui fait que l'on peut eh bien, trouver des termes qui se rapprochent. C'est pas exactement comme des synonymes, hein, c'est vraiment, on projette l'ensemble des termes dans un espace qu'on ne peut pas voir, bien sûr. Je vous ai montré trois colonnes ici, parce qu'en fait, nous disposons aussi, à part de ce que fournit Istext, une page spéciale qui permet aussi de travailler avec les embeddings. Vous voyez qu'en tapant Tianzhu, c'était mon point de départ, dans une première colonne, j'ai une série de résultats. Alors pour ceux qui sont sinophones, bien sûr, si on n'est pas sinophone, c'est un petit peu compliqué, mais vous voyez d'autres termes qui peuvent être, on pourrait dire, si on traduisait littéralement, chef d'atelier, chef de magasin, chef de, etc. Donc on a Fangzhou, Hangzhou, Tanzhou, etc. Il y a des faux amis, il y a des faux positifs comme ce magasin canadien, par exemple. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'avec ceci, on peut véritablement réunir l'ensemble des termes du vocabulaire. Alors, j'ai compilé bien sûr cela, et au bout du compte, ce à quoi j'arrive, c'est non pas un terme, mais 16 termes. Il y a 16 termes qui désignent, qui peuvent euh, renvoyer donc à cette catégorie de population. Alors, la courbe que je vous montre ici, elle est sans doute, elle est complexe à lire et je ne vous demande pas de la lire ou de suivre chaque courbe, ça n'est pas l'objectif ici. L'objectif, il est double. D'abord, vous voyez qu'il y a une multiplicité de termes, ils sont listés sur la droite et vous voyez que les courbes montrent que les usages varient. Donc, si les usages varient, je peux me dire, s'il y a ces variations, est-ce que ça veut dire il y a une catégorie qui prend de l'importance? Est-ce que ça renvoie à des pratiques linguistiques, sémantiques dans le journal? Est-ce qu'il y a des nuances de statut, de fonction, de propriété? Vous voyez, ça permet d'emblée de se poser des questions sur les transformations de l'économie urbaine et de ces catégories, de ces cadres de catégorisation. Donc, le vocabulaire n'est pas neutre, c'est pas seulement un outil, il est aussi objet d'histoire. Pour être très concret, sur cette courbe, vous voyez une qui domine toutes les autres, un petit peu en marron, c'est bien sûr le terme emblématique, tiento, hein, boutiquier. Et vous voyez qu'il évolue dans le temps avec une très forte augmentation. Bon, j'ai publié plus en détail sur ces données-là sur le blog DNP China, mais vous pouvez remarquer qu'à partir des années 30, il se produit une chute assez considérable. Bien sûr, il y a le grand creux de la guerre, c'est normal, ça c'est plutôt la baisse du rythme des publications qui est important. Mais néanmoins, vous voyez qu'il ne se remet pas. Et en revanche, un autre terme, Ietu, qui est donc une courbe en bleu que vous voyez sur la fin, on voit que ce terme-là monte tout au long et puis à partir des années 30 prend une place importante. Là aussi, cela nous parle sur ce que ça veut, sur la signification de cette transformation. Ça renvoie à un changement un petit peu du statut des boutiquiers tels qu'ils sont perçus dans la presse. Alors, une des choses que je fais, et je ne veux pas aller dans le détail de ça, c'est je peux extraire toutes les entités nommées. C'est énorme, hein. Avec 69 000 articles, on se retrouve avec à peu près 2 millions d'entités nommées. Je les ai découpées en 5 périodes. Et je vous montre ici simplement l'une des périodes. Alors, en fait, cette visualisation, c'est le point d'aboutissement. C'est absolument pas le point de départ. En effet, je ne travaille finalement qu'avec les statistiques. Aussi parce que pour visualiser des très très gros réseaux, ça n'apporte pas grand-chose. On voit une grosse pelote de laine et c'est tout. Alors que là, une fois que j'ai pris la mesure de ces centralités, une fois que j'ai en fond filtré pour enlever au fond ce qui m'intéresse peu, je veux savoir qui vraiment, à travers les réseaux, que j'utilise de manière strictement heuristique, hein. Strictement, je ne vais pas construire de réseau, je ne vais pas découvrir des réseaux, je vais identifier en fait des pôles, des lieux qui expliquent pourquoi les boutiquiers apparaissent dans la presse. Ici, vous le voyez, alors c'est en chinois, je n'ai pas pu encore le faire en français. Au cours de la première période, qu'est-ce qui domine? Vous voyez évidemment un très gros carré qui est la cour mixte de la Constitution internationale. Vous voyez un très grand rond qui est en fait un des magistrats de Sienne, et puis la magistrature de Sienne sur la gauche, et puis aussi de façon plus la police, et puis de façon moins importante,
la Cour mixte de la concession française. Voilà. Et sur la droite, on a des choses beaucoup plus diverses. Donc, on voit que une fois qu'on a étudié les 5 périodes, eh bien, on peut voir la transformation et le point d'articulation qui fait que mes boutiquiers sont visibles, c'est tout simplement le fait qu'ils entrent en contact avec les autorités et plus particulièrement deux grandes catégories, la justice, donc les cours mixtes, mais ensuite, dans les années 30 et 40, ce sont les tribunaux chinois, et la police. La police est sous-estimée, rapidement je le dis, parce qu'en fait, il y a à la fois le nom, je dirais, de la force de police principale, toujours, mais en fait, très souvent, ce sont les noms de commissariat que j'ai conservés pour des raisons voilà, que je retraiterai après, mais ça me permet d'avoir cette diversité. Mais au fond, c'est vraiment les deux. Donc, en clair, il se produit quelque chose, mes boutiquiers entrent principalement dans la presse à travers ce canal. C'est donc une des étapes, c'est celle Mais ensuite, ce que je veux, c'est essayer de passer du narratif, de ce que j'ai dans ces textes, à de l'information structurée. Et c'est là où, effectivement, j'ai recours, pour cette lecture, et aussi pour réunir de l'information, extraire l'information, au langage, au grand langage, au LLM, au grand modèle de langue. Ici, ce que vous voyez, en fait, c'est deux choses. Bien sûr, j'emploie des LLM. En l'occurrence, ici, c'est Claude, Claude Sonnet 4.5. Mais en fait, parce que j'ai une très grande masse d'articles, je ne peux pas envoyer ça dans Claude un par un. Donc, j'utilise ce qu'on appelle une API. Et donc, j'ai rédigé, ici, ce que vous voyez, c'est au fond, j'ai rédigé le prompt, hein. C'est un prompt assez long, assez complexe, mais qui dit tout simplement à Claude, ben voilà, je vais t'envoyer 69 000 et quelques articles. Sur chaque article, tu vas repérer d'abord qu'il y a bien les termes, les fameux 16 termes qui désignent les boutiquiers. Et après, à partir de là, l'objectif, c'est d'extraire le nom du boutiquier, si je peux l'avoir, l'origine du boutiquier, le nom de la boutique, le type de boutique, le lieu, l'institution impliquée ou les institutions impliquées, les autres acteurs impliqués, et je lui demande aussi de me fournir un résumé de l'intrigue. Qu'est-ce qui s'est passé au fond voilà. Le prompt est beaucoup plus long que ceci. Donc, on voit que utiliser les LLM, ça ne se passe pas directement comme ça. En fait, on travaille avec des consignes, des prompts, on fait des tests. J'ai d'abord testé un ou deux articles. Ensuite, j'ai testé avec une dizaine d'articles en lui envoyant. Je teste toujours pour voir si j'ai des résultats qui sont valides. Je contrôle ces résultats avec des méthodes computationnelles en disant, ben voilà, ceci était extrait. Est-ce que ceci est présent véritablement dans les articles que j'ai soumis? Et ça ne peut pas, il ne peut pas y avoir d'erreur. C'est ce qu'on appelle du string matching, hein. On doit pouvoir trouver une chaîne de caractères. Si dans mes résultats, j'ai des choses qui ne sont pas dans le texte, alors je vais avoir un résultat qui est faux et je me dirai ben, pourquoi. Est-ce que c'est un problème d'hallucination, etc. Donc vous voyez que on ne peut pas, je le dis d'emblée, on ne peut pas faire confiance simplement à la machine, au LLM. Il faut d'abord vérifier. Une fois qu'on a fait ce travail de vérification, eh bien, on peut se lancer avec effectivement une API. Vous voyez, ça m'a pris, je crois qu'au total, ça a dû prendre 4 ou 5 heures de traiter les soins. Et ça a dû me coûter quelque chose comme 150 $ à peu près. Mais vous voyez qu'en 4 ou 5 heures et avec 150 $, j'ai pu traiter l'ensemble de ce corpus et extraire une information que je n'aurais jamais pu extraire aussi bien, aussi précisément, aussi complètement, avec même des méthodes computationnelles classiques. Et à travers ça, ce que je vois, c'est que ce que le Schoenbach raconte, c'est avant tout des histoires de plaintes, de litiges, de dettes, de vols, d'incendies, de conflits, etc. C'est du narratif, mais c'est précisément ce qui fait sa richesse, mais la difficulté quand on veut évidemment passer à l'échelle. Donc, ce que je fais avec l'IA, c'est de transformer du texte en une structure de données qui m'a identifié eh bien, ce que vous allez voir maintenant
Voilà. Entre autres choses, il n'y a pas d'intrigue qui apparaît ici, mais voilà ce que ça donne en brut. Hein. Cela me donne le nom des boutiquiers, quand il y a un nom, bien sûr, son origine géographique, quand elle est mentionnée, le nom de la boutique, parfois il y en a plusieurs, le type, hein, les marchanderies, les marchands de viande, les marchands de bœuf, etc. Le lieu, vous pouvez voir, alors évidemment c'est en chinois, hein, vous pouvez voir que les lieux ne sont pas du tout formalisés, je reviendrai à cette question, les institutions, les autres acteurs. Derrière, en fait, ce résultat, imaginez que là, j'ai plus de 69 000 lignes. Il y a un très gros travail d'historien, parce qu'il faut filtrer ce qui est hors sujet, il faut normaliser les noms de lieux, les noms de types de boutiques, etc., les localisations surtout, apparaissent avec des variantes. Il faut désambiguiser les homonymes, des autres acteurs. Voilà, c'est quand même euh, euh, extrêmement... ça me prend beaucoup de temps et c'est là où précisément je reviens aux méthodes computationnelles car c'est ça qui me permet d'organiser très très vite, d'identifier les noms uniques, d'homogénéiser, etc., etc. Ce qui est important, vous ne le voyez pas ici, mais c'est que j'ai aussi l'identifiant de chaque article. Donc je peux toujours retourner immédiatement à la source si je veux vérifier. Cette diapo-là, elle n'est pas faite pour impressionner, elle est là pour montrer qualitativement le résultat, rendre comparable ce qui resterait dispersé dans des milliers de... Cette fois, tout est regroupé. Maintenant, qu'est-ce qui est documenté? Sur quoi est-ce que j'obtiens véritablement des données? Là aussi, je peux le mesurer. J'ai 69 164 articles. C'est une partie que j'ai laissé tomber, parce que c'était des pubs, ou je ne sais pas trop quoi. Vous voyez que sur les intrigues, j'ai pratiquement mes 69 000 intrigues. Par contre, sur l'origine géographique, vous pouvez voir qu'il en manque. Je n'en ai que 6 300. C'est-à-dire que, voilà. Mais c'est déjà beaucoup, c'est tout de même un très bel échantillon. Ce qui est rassurant, c'est que sur les institutions impliquées, les localisations, voilà, les noms des marchands, etc., je suis assez proche de mon corpus d'origine. On n'a jamais tout en histoire, c'est comme ça. Mais voilà, là aussi, mesurer, c'est prendre la mesure de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai véritablement euh, entre les mains? Voilà. Et au fond, ce tableau que je vous montre ici, il me permet d'organiser au fond mes questions selon trois axes clairs. C'est qui, où et dans quel cadre, hein, avec les intrigues et avec les institutions impliquées. Donc, la presse, ça n'est pas un formulaire administratif. La presse, elle est inégale, elle peut être précise sur un point, imprécise sur une autre, elle peut être variable sur l'identité des individus. Sur les noms, par exemple, en fait, je n'ai pas 41 000 noms précis. J'ai des gens qui vont être un tel Zhang, un tel Li, un tel, etc. Bon, peu importe. C'est pas, le nom, au fond, ne m'importe pas vraiment. Ce qui m'adresse, évidemment, ce sont les boutiques. Mais cette inégalité, elle pose question, elle dit quelque chose sur la manière dont un événement est rendu public dans la presse. À partir de là, la question change. Ce n'est plus qu'est-ce que l'on extrait, mais pourquoi ces acteurs deviennent visibles. Alors, on passe par une phase tout d'abord de normalisation, je l'ai dit, je vais vous le montrer avant de... là, c'est un exemple sur l'origine de mes boutiquiers, sur les 6300 pour lesquels je viens de donner. À gauche, vous avez ceux qui apparaissent plus de 80 fois, bien sûr, je n'ai pas tout le monde. À gauche, vous avez en fait la distribution telle que je l'obtiens brute de décoffrage de la source. Bien. Tout en haut, j'ai bien sûr les gens de Ningpo. Mais vous voyez que à gauche, j'en ai 256, c'est un petit peu petit. Mais lorsque j'ai normalisé tous les termes en fait, qui renvoient à Ningpo, j'en ai plus de 600.
Voilà. De la même manière pour les autres. Et cette logique-là s'applique à toutes mes catégories. Il faut d'abord que je reconstruise complètement. Il faut que je normalise avant de pouvoir véritablement utiliser ces données. Sinon, je dirais n'importe quoi. Et en même temps, c'est pas si simple parce que ici, c'est assez simple, l'origine géographique, on le traite facilement, mais lorsqu'il s'agit de type de boutique, est-ce que finalement un mi-tiers, est-ce que c'est la même chose qu'un mi-rang? Voilà. Est-ce que c'est un petit boutiquier ou est-ce que c'est un grossiste? Voilà, c'est là où il faut des fois retourner au texte. Et l'avantage d'utiliser les méthodes computationnelles, c'est que je peux me dire, ah bien, je vais prendre tous les articles qui concernent uniquement cette catégorie de boutique et je vais regarder moi-même ce que l'on raconte pour me faire une idée précise de la nature de la boutique. Enfin, comment passer du texte aux histoires et répondre à cette question, au fond, pourquoi les boutiquiers apparaissent-ils dans le Shumpo? Donc ici, j'ai travaillé sur un subset. En fait, maintenant, j'ai tout traité, hein, mais au départ, j'avais pu traiter seulement 52 863 articles. Et il s'agissait d'analyser les intrigues et le reste des données. Sur la base de ces éléments-là, les regrouper et les classifier. Et cela permet, une fois qu'on a structuré l'information, de se dire, on a une carte qui permet, de regrouper les différentes affaires, euh, litiges, criminalité, conflits commerciaux, etc. C'est une carte grossière, mais c'est une carte utile pour naviguer, qui ensuite nous renvoie vers des textes précis. Voilà rapidement un graphique qui vous dit dans quel cadre, dans quel contexte on parle des boutiquiers euh, dans le Shumpo. On le voit que c'est largement structuré par des conflits, par les affaires criminelles, puis des affaires qui sont plus de l'ordre du business, donc vous avez 10%, voilà. Des questions de travail, de conflits du travail la plupart du temps, il y en a très très peu. Des questions de disputes, ce qu'on appelle civil dispute ici, en fait, pour l'essentiel, on va le voir, c'est des questions de contrat, et puis des enjeux de réglementation. Donc, en clair, euh, ce que nous apprenons des boutiquiers, ce n'est pas la vie totale, la vie complète des boutiquiers, cela décrit leur vie rendue publique, telle qu'elle est rendue publique. Et cela nous dit aussi quelque chose de la fonction de la presse. Elle enregistre surtout, bien sûr, ce qui fait rupture. Elle enregistre l'incident, la plainte, le litige, l'intervention, etc. Autrement dit, nos boutiquiers apparaissent massivement dans le Shenpao à travers des situations de vulnérabilité, en quelque sorte. Et cela ouvre des pistes pour une réflexion sur la régulation urbaine, sur la justice, la police, le crédit, l'assurance, et en bref, sur la complexité et aussi, dans une certaine mesure, la fragilité de l'économie urbaine. Derrière ces grandes catégories, là, bien sûr, j'ai regroupé pour que cela fasse sens, qu'on puisse lire assez clairement, mais en fait, voilà, pour votre information, je dirais, voilà un petit peu le détail de comment j'ai regroupé. Si on veut mettre un petit peu de chair, vous voyez la répartition, donc vous la voyez en nombre de documents. Vous voyez que dans criminel, par exemple, j'ai des choses très variées, mais j'ai des choses relativement graves. J'ai des homicides et des décès, j'ai de la violence, j'ai des vols, j'ai bien sûr des robberies, armed robbery, j'ai des cambriolages, j'ai du jeu, j'ai de la drogue, j'ai des enlèvements, des détournements de fonds et aussi même de la violence sexuelle. Voilà. Pour ce qui relève du business, on est plus dans, bien sûr, des disputes autour de dettes. Ça peut être aussi des contrats de location de locaux, etc., etc. Les autres cas, c'est des incidents divers et variés. Voilà. Donc, on voit quand même que si l'on lit ces catégories, on se dit, waouh, la vie des boutiquiers, c'était pas un long fleuve tranquille, hein. C'est quand même quelque chose qui montre que
nos boutiquiers étaient exposés à toutes sortes de pressions, de tensions. Mais c'est là aussi tout l'intérêt. C'est-à-dire que du point de vue de la méthode, je peux me dire, ben voilà, j'ai à peu près, de mémoire, hein, j'ai 5000 cas de meurtres ou de décès. 5000, c'est quand même pas rien. Eh bien, je peux choisir de sélectionner ces 5000 articles. Je ne vais pas les lire à nouveau moi-même. Je vais faire un autre travail d'analyse sur cette population d'articles pour voir si je peux les catégoriser un petit peu mieux. Et ensuite, je fais une sélection là-dedans que je vais lire et c'est là-dessus que je vais m'appuyer in fine pour véritablement interpréter ce que j'ai entre les mains. Pour m'acheminer tranquillement vers la conclusion, je voudrais terminer sur un appel en quelque sorte à aller vers une nouvelle forme d'histoire empirique, qui est celle ici, dans mon cas, de revisiter des mondes oubliés, des groupes oubliés par les méthodes computationnelles, euh, avec je dirais, trois idées principales. Premièrement, on peut rendre visible avec ces méthodes euh, un monde social, ici les boutiquiers, mais d'autres mondes sociaux qui sont restés très longtemps en creux parce qu'on peut enfin agréger ces traces dispersées qu'ils ont laissées dans la presse à une échelle suffisante pour qu'on puisse bien dire quelque chose, en tirer quelque chose. Vous avez pu voir quand on cherche bien, on finit par trouver des choses en très grande quantité. Deuxièmement, euh, l'intelligence artificielle générative, les LLM, sont utiles lorsqu'ils sont intégrés à une méthode. Ils permettent d'accélérer, ils permettent d'embrasser d'emblée un corpus massif devant lequel on serait désarmé, aussi bien avec l'esprit humain bien sûr, mais même en partie avec les méthodes computationnelles que nous avons organisées, que nous avons utilisées précédemment. On aurait pu faire beaucoup de choses, hein, très honnêtement. Mais là, c'est quand même beaucoup plus puissant. Mais le cœur de l'exercice reste avant tout les choix de l'historien, choix des catégories, contrôle des résultats, normalisation des données et retour au texte. Et enfin, troisièmement, sur le fond, le cas des boutiquiers montre donc une visibilité dans la presse qui est largement structurée par le conflit et l'incident. Donc, c'est un point à prendre en compte, mais très important dans toute interprétation de ce que l'on pourra dire sur ces boutiquiers. Ce n'est pas un défaut, c'est une information sur la façon dont la vie commerciale à Shanghai devenait publique et sur, on a vu avec ces histoires de meurtres, de conflits, etc., sur une certaine vulnérabilité hein, de cette population euh, qui est à affiner en disant plus précisément ces histoires, une fois encore, en se disant que on a une perspective et pas toutes les perspectives possibles. En bref, on peut aller vers une histoire empirique augmentée, vous savez que le mot augmenté est un terme à la mode, pas une histoire automatisée. Hein, vous voyez que c'est avant tout mon souci de mettre l'accent sur le fait qu'on reste en appui toujours sur ce tripode que j'évoquais au début de mon intervention entre ce que fait l'esprit humain, ce que l'on fait avec des méthodes computationnelles classiques, si je puis dire, enfin, à base de langage de programmation, où on sait ce qui se passe. Même si on utilise des algorithmes, on sait ce qui se passe. Et les LLM, qui ont un niveau de fiabilité de plus en plus grand, incontestablement, mais on ne sait pas ce qui se passe. On ne peut pas le contrôler. Voilà. D'où l'intérêt de fonctionner avec ce tripode. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai construit cette présentation pour qu'elle soit une démonstration de méthode
accessible plutôt qu'un exposé trop technique. Je suis disponible pour répondre à vos questions sur le Shunpao, sur Istex, sur les LLM, voilà, et sur la transférabilité de ce type de démarche à d'autres terrains de recherche. Si le temps le permet ou si vous le souhaitez, je pourrais aussi donc montrer rapidement la plateforme Istext. Je vais quitter le PowerPoint et je pense que j'ai arrêté de partager, c'est bien ça? D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Christian Henriot. Donc, effectivement, c'était vraiment très intéressant et on a vu que l'historien restait au centre du travail, hein. Et merci beaucoup pour cette démonstration. Peut-être que vous pourriez commencer par montrer rapidement un peu Istex, tant qu'on y est. Tout à fait. Comme ça, on Alors, va voir en quoi ça consiste. bien sûr, tout à fait. Donc, Windows, je pense que je l'ai ici. Je vais l'ouvrir un peu plus grand. Voilà. Voilà. Donc, en fait, ce que je vais faire, peut-être, c'est peut-être... Oui, bon, je suis déjà connecté. J'ai déjà fait le choix. Ici, voilà, lorsque vous êtes sur Istex, vous choisissez d'abord la source principale. Bon, c'est Modern China TextBase. Il n'y en a qu'une qui... Voilà. Et ici, vous choisissez, eh bien, en fait, la collection qui vous intéresse. La plupart des collections sont publiques, sauf celles, comme ProQuest ou Shenbao, qui sont sous licence, mais alors, pour la démonstration, comme je ne suis pas sûr que tout le monde soit sinophone, je vais plutôt prendre ProQuest, c'est ce que j'avais commencé à faire. Une fois que vous êtes là, eh bien, vous avez plusieurs endroits où vous pouvez chercher. Celui qui est encadré de bleu, c'est le champ principal de recherche qui va aller faire une recherche dans le full text de tous les articles. Ici, si vous voulez spécifier aussi que vous le cherchez uniquement dans le titre, ça peut être ici. Et puis, selon la collection que vous avez, vous pouvez aussi déterminer que vous ne cherchez que dans les articles ou dans les publicités, etc. Donc, ces sous-catégories-là varient selon la collection. Voilà. Dans le cas de ProQuest, on peut aussi le faire par, comme ça réunit 12, même 13 publications, vous pouvez choisir aussi de ne prendre qu'une ou l'autre des publications, ou en prendre deux ou trois, peu importe. Vous pouvez aussi définir la période où vous allez chercher. Voilà. Et ici, vous avez différents boutons. Si vous ne voulez que télécharger les articles, vous cliquez ici d'abord. Si vous ne voulez que les résultats statistiques, vous cliquez. Mais sinon, ce qui est plus intéressant, c'est si vous voulez obtenir toutes les entités nommées qui sont dans les articles, eh bien, il faut l'activer. Voilà, là, c'est activé, on va le faire. Par défaut, on vous donne 100 documents, mais vous verrez que n'importe quelle recherche vous dit tout en haut tout ce qu'il y a. Et si après vous voulez en obtenir davantage, il n'y a pas de problème, vous changez simplement la limite. Alors, ce que j'expliquais, c'est on part d'un terme. Ici, je vais prendre, pardon, j'ai mal tapé, homicide. Voilà, je vais chercher homicide. Alors, on appuie sur Execute Query. Alors, pourquoi est-ce que ça... euh, homicide, je suis bien dans ProQuest. Qu'est-ce qu'il y aurait qui... Est-ce que j'ai mis des filtres? Non. Alors. C'est toujours l'effet démo, vous savez. Ça marche parfaitement et il me dit, attendez, est-ce que j'ai quelque chose qui me gêne? Try again. Alors, attendez, je vais recharger la page. Voilà, je vais me reconnecter. Donc comme ça, vous verrez la démarche. Donc je choisis Modern China, je dis ProQuest. Voilà. Voilà. Alors, on va recommencer. Voilà. C'est parce que je vais dû être déconnecté. Donc, vous voyez que vous avez, dès que vous cherchez avec un terme, on reviendra à la recherche après, vous avez automatiquement les types d'articles. Bon, une fois encore, cela dépend de la source en question. Vous avez la date, les dates normalisées. Vous avez le full texte de l'article, d'accord, que vous pouvez lire. Vous avez l'ID, et cet ID est important, on peut aussi retourner à la plateforme. Vous avez la source, et puis vous avez le titre de l'article.
et vous pouvez exporter cela. D'accord? Tout en haut, vous pouvez voir, ce que je disais précédemment, c'est que je me suis mis une limite de 100, mais en réalité, vous voyez que avec homicide, j'obtiens 1200 articles, ce qui est tout de même pas mal. Maintenant, je peux retourner à ma recherche que j'ai faite précédemment. Je vais lui dire de m'extraire les entités nommées. Je vais à nouveau exécuter la recherche. Voilà. Et la différence, c'est que maintenant, j'ai des statistiques sur l'ensemble de mon corpus et sur les entités nommées ici. D'accord? Vous voyez qu'avec ces 1200 articles, j'obtiens un nombre assez important d'entités nommées. Et vous pouvez choisir de ne regarder que les personnes, voilà, et vous pouvez aussi les trier de différentes manières. Donc, vous avez vraiment, vous pouvez ajouter les organisations ou les enlever, voilà, vous pouvez ajouter l'argent, l'enlever, etc. Donc, vous avez un ensemble d'outils pour visualiser ce que vous avez, en particulier ici, par exemple, ça vous donne une courbe de la répartition de votre corpus dans le temps, hein. Euh, Cela fournit aussi les bigrammes, les trigrammes, la distribution en termes de longueur de mots dans les articles. Si vous voulez voir le détail de tout cela, il y a toute une série de vidéos sur Istext. En fait, si vous allez tout en bas, j'y reviendrai après, vous pouvez le voir. Ce que je voulais vous montrer, simplement ce que j'ai évoqué, c'est les embeddings. Vous avez pu voir que j'ai tapé homicide et j'ai 1200 résultats. Maintenant, si je clique sur cette petite étoile qui va aller voir les word embeddings, il me suggère d'autres termes. Il me dit, ben voilà, tu as aussi manslaughter, murder, crime, homicides au pluriel, pas tellement important, murders au pluriel, voilà, détective. Alors, selon la question que j'ai en tête, je vais associer. Donc, ce que je fais à ce moment-là, c'est que j'ajoute, alors je n'ai pas fait OR, je devrais mettre et ici, je vais lui dire, par exemple, je vais ajouter murder, d'accord? Et puis, si je me dis que je veux aussi manslaughter, slaughter, voilà, non, voilà. Donc maintenant, ma recherche, elle est enrichie, je vais la relancer. Voilà. Et au lieu d'avoir 1200 articles comme précédemment, euh, attendez, pourquoi est-ce que j'en ai 81? J'ai dû faire une erreur, 33 collections. Ah oui. Donc c'est include et c'est bien. Ah, non, non, je me suis trompé. Oui, c'est parce que j'aurais dû mettre or, bien sûr. Pardon. Euh, Voilà, parce qu'il faut que ce soit non pas et, mais ou, pour que je puisse. Décidément. Voilà. Parce que ça me réduisait mon corpus à 81, ce qui était quand même assez surprenant, puisque ça aurait dû l'élargir. Donc ça prend un petit peu plus de temps là, parce que manifestement, il y a sans doute beaucoup d'éléments. Et en plus, je lui ai demandé en même temps de me calculer les statistiques et d'extraire les entités nommées. Bon, ça veut dire qu'il y a beaucoup de traces d'homicide et de meurtres dans la presse anglaise. Non, non, j'aurais dû filtrer un petit peu plus. Euh, bon, on va le laisser, on va le laisser. Mais voilà, voilà un petit peu. Alors, je vous invite vraiment à utiliser Istext. Vous avez ici une documentation écrite, d'accord? Et C'est voilà. assez incroyable comme ressource. Est-ce que vous êtes enfin, le premier avec vos collègues à l'avoir fait, ou est-ce qu'il y a des équivalents dans les sciences humaines, rechercher comme ça en plein texte dans les archives? Non,
Non, enfin, il y a des plateformes telles que Newseye pour la presse, une partie de la presse française, mais aussi une plateforme comme Impresso au Luxembourg qui fait des choses parallèles. C'est un petit peu différent. Nous, on a la presse, mais aussi toutes sortes d'autres corpus. On a des journaux au sens des journaux intimes, on a toutes sortes de périodiques, on a des archives, on a etc. Et une interface comme celle-ci qui permet effectivement, en plus d'avoir accès directement au texte, de le télécharger. Non, je pense que Istex, c'est quand même une application relativement singulière. On essaie de la diffuser. C'est pas une application pour les individus, c'est une application pour les institutions, les compagnies. Par exemple, ça peut tout à fait être un fournisseur de contenu numérique, éditeur, ou même pour des archives de compagnie. Une compagnie qui aurait des archives massives peut parfaitement tirer parti de cet outil, hein. Donc on a une documentation et lorsqu'on est sur la page, je crois que c'est la page ici, non, non, c'est sur le Home, c'est sur la page Home que vous avez tout en bas, toutes les vidéos. Voilà. Il y a 33 collections. Nous avons notamment la BNF qui nous a fourni une quantité phénoménale de journaux. Donc ça, c'est ouvert, hein. Vous pouvez chercher là-dedans, hein. C'est vraiment c'est énorme, hein, vous avez le journal de Chiang Kai-shek, des gens en psychologie, des archives américaines. Vous avez des dictionnaires biographiques, voilà, Bourman. Vous avez toutes sortes de revues d'étudiants. C'est ma collègue Cécile Armand qui travaille là-dessus. Vous avez Tom Fonsatge qu'on a mis en accès direct, etc. Voilà, donc vous avez un petit peu un ensemble de ressources où on peut explorer quand même pas mal de choses concernant la Chine et Shanghai en particulier. Effectivement, ouais, ça nous intéresse beaucoup à la Société d'Histoire, ce genre de choses. Comme on est souvent sur Internet aussi, c'est vrai que les bases comme ProQuest, qui sont accessibles via la Shanghai Library, c'est d'une grande aide pour faire nos recherches. Aussi la BNF avec Kalika. Et du coup, par exemple, est-ce qu'on a le journal de Shanghai ou les Cochin dans la base BNF là? Pas encore, non, parce qu'en fait, à ma Ah, connaissance, c'est pas segmenté. Ce que la BNF nous a fourni, ce sont des journaux où les articles ont été segmentés. Le journal de Chine, toutes ces choses-là, elles sont encore au stade d'une ossérisation au niveau de la page. Donc on peut chercher des choses dedans, mais c'est pas très utile. Par exemple, vous voyez, on fait l'extraction d'entités nommées. Si vous le faites au niveau d'une page, ça fait pas trop sens, parce qu'en fait, Paul Valéry va apparaître en même temps que Mao Tse-tung, je ne sais pas, mais ils n'ont rien à voir parce qu'ils sont deux articles complètement différents. Nous, ce que l'on fournit ici, ce sont uniquement des articles segmentés, des articles individuels. Donc, quand on tire l'information, quand on extrait l'information en termes d'entité nommée, c'est toujours article par article. Donc, ensuite, vous pouvez absolument tout télécharger, ça va sortir sous forme de CSV ou TSV, et ensuite vous pouvez traiter ça soit très simplement avec un Excel, hein, vous pouvez faire du travail statistique relativement avancé avec un Excel, soit, après tout, pourquoi pas, vous téléversez ce CSV dans Claude ou dans Chat et vous lui faites analyser, etc. Donc vous pouvez vraiment faire tout cela. Istext, donc derrière c'est la Modern China Text Base, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde, on peut télécharger tout ce qu'on veut, voilà, on n'impose aucune restriction. ok. Et ok, effectivement, bah, c'est assez génial. Je pense que on va être nombreux à aller tester ça. Voilà. Euh, Vous Moi, voyez j'avais ici, testé effectivement. Pardon. voilà, nous avons une chaîne, hein, voilà, tous les tutoriels sont ici. Quand vous allez sur la page ici, vous avez toute la chaîne avec tous nos tutoriels, donc voilà, c'est très facile à utiliser. Je crois qu'il y a Voilà. Thierry qui a déjà partagé ça dans le chat de Teams là. On le rediffusera aussi. Je pense qu'on pourra le mettre en avant de notre côté. C'est peut-être le moment de poser des questions, que ce soit sur Istex ou au contraire ce qui a été dit avant sur l'IA. N'hésitez pas, profitez-en.
N'ayez pas peur, vous pouvez lever la main. Toutes les questions sont toujours bienvenues. Il n'y a pas de bonne ou de Oui, mauvaise question. exactement. Il n'y a pas de questions bêtes. Thierry, t'as pas de questions? Ah, Bonjour, est-ce que je peux poser une question? ouais, vas-y. Chuchon, comment ça va? Exactement. Oui, bonjour. Oui, ça Bonjour. fait longtemps. Je suis très content de vous revoir en ligne. Votre conférence aujourd'hui était vraiment passionnante. Et ma question est la suivante, c'est lorsque le modèle identifie des changements ou des substitutions dans les appellations des petits commerçants de Shanghai, dans le Xinbao, oui, comment distinguez-vous une véritable évolution sémantique des effets liés au style éditorial, à la structure des rubriques ou aux politiques de mise en page du journal? Alors en fait, oui, c'est une excellente question, parce qu'en fait, ce que l'on fait, lorsque j'ai parlé de l'extraction des différents termes, ça permet d'identifier les termes. Ensuite, il y a une densité qui est, on peut mettre en relation les termes avec la densité d'articles qui leur correspondent. Le simple fait que l'on ait 10 ou 25 ou 25 000 articles, ça fait une assez grande différence. Ensuite, il n'y a pas d'autre choix, si l'on veut comprendre pourquoi il y a une évolution, c'est de lire des articles. Il n'y a pas de, on peut bien sûr sélectionner les articles par terme et faire analyser, hein, mais ça ne donnerait pas grand-chose parce qu'en fond, ce qui est important, c'est de voir pourquoi à un moment donné, on a un certain étagement et pourquoi cet étagement change dans le temps. Un exemple concret, par exemple, on a Tantou. Un Tantou, en fait, c'est les patrons de pension, hein, les petits hôtels. D'accord? Le mot tan, au 19e siècle, correspond véritablement à ça. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, tan, ça devient plutôt un entrepôt, en réalité. Et effectivement, on voit bien que ce qui se passe, c'est pas seulement le terme reste, par exemple, tanju reste, mais en fait, la vocation du lieu a vraiment changé progressivement. En fait, les pensions disparaissent et on a plutôt des luquan, on a plutôt des choses comme ça. De même, Guangdong. Voilà, on a des Guangdong, hein, donc ça correspond souvent à des petits établissements du type Luquan, Chaquan, etc. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas percevoir simplement en faisant de la comptabilité. On ne peut le voir qu'en lisant à chaque fois un groupe d'articles pour voir à quoi ça correspond concrètement, hein. C'est toujours les histoires qui nous disent de quoi on parle. Ensuite, l'enjeu c'est pas, à mon avis, un choix de politique éditoriale. Je pense que ça reflète en partie, effectivement, les usages du quotidien. Et ça aussi, c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est moins cette étude strictement linguistique que de voir quelles sont les histoires qui sont derrière. Et pour donner un petit exemple, j'ai utilisé deux méthodes, je le dis, un topic modeling et puis ce que je vous ai montré là sur l'analyse des intrigues. On a des résultats très différents ou relativement différents. Et c'est pas contradictoire, hein, parce qu'on n'a pas, on n'a pas la. Donc effectivement, il faut être extrêmement vigilant sur ce que l'on retire d'une méthode que l'on applique à un corpus. C'est pour ça que je parle de couches, c'est pour ça que je fais des coups de scalpel pour voir ce que me dit mon corpus vu sous ces différents angles. Après, j'en tire quelque chose. D'accord, merci. D'autres Il y a questions? d'autres questions. David, est-ce que tu as des questions? J'étais en train de me poser la question sur la cartographie, parce que vous aviez, dans votre exemple, montré que vous pouviez avoir un certain nombre d'adresses, par exemple.
Ça peut être aussi, est-ce que vous avez un moyen pour faire le bridge, en mauvais français, le pont entre les données que vous avez sorties, les adresses, et les avoir directement sur des cartes ensuite? Est-ce que vous êtes amusé aussi à faire ce genre d'application? Alors, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Mhm. En sachant que on a différents niveaux d'adresse. Et ça, j'ai parfois Nanshi, un petit mot, Mm. au sud de la ville, etc. Je peux avoir une indication de type Xiaomenwei, à l'extérieur de la petite porte. Voilà. Des fois, j'ai simplement dans la concession française. Donc, en fait, j'ai un gros travail de filtrage à faire pour en fait, non pas éliminer, mais mettre de côté ce qui ne peut pas être vraiment cartographié, et ensuite ne retenir que ce qui est cartographiable. Euh, ce qui est intéressant en gardant tout, c'est que je peux voir où quantitativement ça se passe, concession internationale, concession française, Taipei ou bien ville chinoise. Mais après, effectivement, on peut le cartographier, et j'ai l'intention de le faire. Voilà, j'ai pratiquement normalisé tous ces lieux. Et sinon, j'ai des rues très précises. J'ai rarement le numéro, mais c'est pas très important. Pour le faire à l'échelle de la ville, c'est pas trop important. Mais oui, le sentiment, c'est qu'on en a beaucoup, évidemment, dans les concessions, mais ça reflète aussi peut-être le biais de la presse, le biais de l'activité de la police. Il y a toutes sortes de biais. Il faut toujours se poser la question, c'est de me dire, bon, si j'ai plus de choses dans la concession, est-ce que ça reflète vraiment parce qu'il y a plus de problèmes dans les concessions, ou est-ce que parce qu'il y a une police plus active, ou est-ce que le Champ euh, publie davantage, voilà, c'est toutes sortes de... Mais oui, j'ai l'intention de faire cette cartographie. Ok. Qui sera principalement, ouais, fait de beaucoup manuel, je pense, enfin, je vois, je n'ai pas encore réfléchi à la méthode. D'autres questions sur l'utilisation de l'IA, Est-ce sur que vous avez l'éthique? utilisé l'IA? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui utilisent l'IA dans leurs recherches? Et comment l'avez-vous utilisé? Bon, moi, je l'utilise, je vais lancer, hein, comme ça, on va peut-être me suivre. Bon, d'abord, au niveau professionnel, moi, je suis consultant et c'est pour le traitement de données, voilà, la méthodologie, on va dire, est très, très proche, hein, et évidemment, c'est comme ça qu'il faut faire en réalité. Donc, c'est quelque chose qui révolutionne la façon de travailler. Pour la recherche historique, en tant que tel, non. C'est plutôt de l'aide à la rédaction, etc., des choses comme ça. Mais en effet, tout réside dans le prompt, j'ai envie de dire, sur de la recherche en tant que telle, de la compilation d'articles, etc. C'est des petites choses que l'IA fait, enfin, que Gemini, que ChatGPT fait, mais c'est jamais de la très très grande qualité. Il faut beaucoup beaucoup vérifier. Donc après, pour du traitement de données, oui, bien évidemment, là, il y a un champ qui est énorme, mais voilà, à mon niveau, non, pas encore beaucoup utilisé. Christophe? Ouais. Personnellement, oui, pareil, c'est pas des grands trucs, mais là, par exemple, c'était pour extraire du texte, de photos, d'archives, tout simplement. J'ai remarqué que ça faisait, enfin, j'ai dû utiliser le chat de Mistral, et ça faisait bien le boulot, assez peu de fautes en fait. Et bon, j'ai pas réussi à le faire du coup avec le chinois parce que Mistral ne prend pas en compte le chinois, c'est pas faire. Mais pour le texte, par exemple, du journal de Shanghai, c'était très pratique. Et ça donne des listes aussitôt, ou même des archives que j'avais consultées à Nantes, aux archives diplomatiques. Ça fait gagner du temps. Du coup, on n'est pas obligé de saisir à la main des lignes d'adresse ou même des articles, quoi, pour des recherches. Mhm. Voilà. Effectivement, c'est un gain de temps, et puis il n'y a pas d'implication éthique derrière, si ce n'est effectivement de bien vérifier qu'il n'y a pas de faute. Alors Oui, après, ouais, pardon. non, l'enjeu, c'est d'organiser un workflow. Je crois que c'est important de baliser ça. Mm. On a tendance à faire du ponctuel, il ne faut pas faire du ponctuel, il faut baliser ça avec un cheminement. Et c'est ce que j'essaie de faire moi-même. Euh,
On a tous des petites actions ponctuelles, mais quand on fait comme un travail sur les boutiquiers, il faut qu'on puisse dire comment on a fait. Donc, Hmm. tous les prompts, mes prompts sont enregistrés, par exemple. D'autant que certains sont très complexes. Donc, je les garde parce que. Mais je les rends publics, hein. Ça sera tous les prompts tout ce que je fais sur les boutiquiers est déposé sur un GitHub qui est public. Vous pouvez y aller, vous tapez Shopkeeper ou Christian Henriot, enfin, vous trouverez je l'ai mis aussi sur le blog. Donc, j'ai déjà mis tous les scripts, j'ai déjà mis pas mal de choses. Et ça aussi, c'est une façon de rendre transparente la démarche de l'historien. On ne voyait pas l'arrière-boutique auparavant. Alors que là, quelque part, on peut voir l'arrière-boutique et une obligation un petit peu de transparence pour que d'autres puissent utiliser les mêmes données ou puissent reproduire à partir des mêmes données, etc. Ok. On a une question d'ailleurs d'une historienne, je crois. C'est- On prend cette question et Pedro? ensuite on en a aussi une par écrit. Oui, vous m'entendez? Oui, très Oui. bien. Ah Vas-y. oui. En fait, j'ai une question concernant la numérisation des archives des journaux parce que un problème que j'ai rencontré souvent dans mes recherches, c'est la technique OCR n'est pas assez développée, surtout pour les typographies anciennes. Par exemple, en histoire allemande, on utilise l'écriture gothique jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et j'imagine les signes chinois, peut-être ils ne sont pas tous bien reconnus par le OCR aussi. Dans ce cas, comment on peut être sûr de ne rien rater ou tromper avec l'IA ou outils? Oui, tout à fait. Là, vous posez une question absolument essentielle, puisque nous, historiens, ne travaillons pas avec du digital born, mais avec du digital transformed. Dans le cas du Shenpao, la question ne se pose pas parce qu'en fait, il a été essentiellement tapé à la main. Donc, on a cet avantage. Il y a évidemment des erreurs, c'est pas parfait, tout ce que l'on veut, mais ça n'est pas passé par de l'OCR. On a cette chance, si je puis dire. Mais évidemment, c'est pas reproductible. Vous savez comme moi qu'il existe des milliers de journaux chinois qu'il faut transformer, qu'il faudrait transformer, et on ne peut pas pouvoir le faire en retapant tout. Le chinois ne pose pas tant de problèmes que ça lorsque les originaux sont bons. C'est un enjeu. Et quand les sources sont mauvaises, je pense à un collègue qui s'est intéressé, qui a travaillé avec les journaux de Canton, par exemple, que j'ai récupéré sur Internet Archive. L'original est tellement mauvais on peut pas faire grand-chose. Maintenant, il y a un enjeu qui est beaucoup plus important, qui est le taux d'erreur. Ça peut paraître banal, mais un de nos collègues a fait une très belle démonstration récemment. Son nom est Colin Brisson. Vous voyez, quand vous avez un taux d'erreur de 4 et même 5% sur des journaux anglais et français, sur le CR, c'est pas très très grave. Parce que si vous avez un O à la place d'un E, à la place d'un O, le mot va être. On peut reconnaître le mot. Voilà, je ne sais pas. Dans le cas du chinois, ça ne marche pas, parce que lorsqu'on a un caractère qui est faux, on enlève du sens. Et si c'est un caractère plus rare, c'est encore plus embêtant. Or, précisément, c'est sur des caractères plus rares que l'OCR va buter. Donc, en clair, si on veut avoir un OCR chinois de qualité, il faut être plutôt du côté de 1% de taux d'erreur ou moins. Le niveau d'exigence pour le chinois est plus important. Cela étant, je suis relativement optimiste parce que j'ai pu voir des archives transformées, des imprimés, c'est encore mieux, et on arrive vraiment à des taux exceptionnellement élevés. Donc, je, je- je pense sérieusement qu'avec le temps, on va arriver à transformer très largement un très grand nombre de sources. La source qui va rester la plus difficile, à mon sens, en dehors des archives qui sont des fois manuscrits raturés, etc., ce sont les journaux précisément, parce que ce sont des pages complexes et qu'il faut pouvoir identifier en fait les articles individuels avant de les océriser. Et c'est là où il y a un enjeu qui est loin, loin, loin d'être résolu et des équipes y travaillent, hein.
j'assiste régulièrement à des conférences, on progresse, les LLM sont extrêmement puissants pour aider, mais il n'y a pas de solution. Je pense qu'on n'a pas encore de solution miracle qui permettrait de transformer à grande échelle et de façon absolument fiable l'ensemble des quotidiens chinois. Les revues, c'est autre chose. On a développé nous-mêmes un outil pour des corpus comme les revues d'étudiants, par exemple, mais qui implique aussi une phase un petit peu manuelle pour le traitement des métadonnées. Mais par contre, pour l'ossérisation, ça se fait automatiquement avec de très bons résultats. Donc voilà, le chinois n'est, à mon sens, pas plus difficile que finalement d'autres langues. On- quand vous voyez, je croise des collègues qui travaillent sur des manuscrits, des manuscrits indiens. Ils ont tous des gros problèmes. Donc voilà, mais un jour ou l'autre, on va y arriver. En tout cas, pour une bonne part de notre documentation, on sera en mesure d'y arriver. Merci beaucoup pour ces informations. Alors, on a aussi une question en écrit. La question est, plutôt que de passer par Claude et payer des centaines de dollars, ne pourrait-on pas monter un agent IA sur une machine privée? Alors, c'est une très bonne question aussi. En fait, et elle n'est pas exclusive, les deux ne sont pas exclusives. En fait, pour vous répondre très directement, il se trouve qu'on a la chance en France d'avoir une infrastructure nationale qui s'appelle Humanum, sur laquelle sont d'ailleurs toutes les plateformes, tout ce que j'ai développé. Et Humanum a installé une ferme, ce qu'on appelle une ferme de calcul, où l'on peut maintenant effectivement déposer un corpus et le faire traiter avec différents modèles, DeepSeek, tout ce que vous voulez. La différence, c'est qu'en fait, on a nécessairement des modèles plus petits. Alors, dans certains cas, ce n'est pas nécessaire d'avoir des modèles super puissants pour faire tel ou tel sage. Moi, quand j'ai fait ce travail sur les shopkeepers, nous n'avions pas encore la ferme de calcul, donc la question ne se posait pas. Mais à terme, on peut se dire que on aurait pu faire cet exercice-là sur la ferme. On peut, par exemple, c'est mon intention, développer un RAG sur ce corpus d'articles des shopkeepers. Maintenant, on n'aura jamais, sauf à reproduire évidemment les masses de serveurs dont dispose ChatGPT, enfin OpenAI ou Anthropic, on n'aura jamais la puissance de calcul, la puissance de raisonnement de ces très gros modèles. Il faut pas. Donc, c'est un peu un choix à faire, et ça, on peut le faire qu'en testant, évidemment, qu'en testant pour voir ben, si je prends mon corpus, une partie de mon corpus, je le teste avec la ferme et je vois ce que ça donne avec, pour voir si j'obtiens des choses comparables ou aussi fiables. Voilà. Donc, il n'y a pas de réponse, je dirais, absolue là-dessus. De manière privilégiée, bien sûr, moi j'irais plutôt du côté de la ferme de calcul parce que c'est gratuit, c'est dans un environnement contrôlé et tout ce que vous voulez. Voilà. On a un choix je crois, de 15 modèles, donc c'est avantageux. Ça ne répondra pas toujours nécessairement à des besoins spécifiques. Voilà un petit peu ma réponse. Donc je garde moi-même, malgré tout, mes abonnements à Claude et à OpenAI pour différentes tâches. La ferme de calcul aussi, bon, ça suppose qu'on sache coder, ça suppose qu'on sache, voilà, ça se fait pas comme ça. C'est la grosse différence. Cela dit, avec ChatGPT ou Claude, il faut savoir coder si on veut envoyer en masse avec une API. C'est pas très difficile, hein, mais voilà, il faut quand même un minimum de compétences informatiques pour pouvoir en tirer parti. Ok, on a le temps pour une toute dernière question, s'il faut. Vas-y, Christophe. J'en ai une dernière, s'il n'y en a pas d'autres. Vous avez dit tout à l'heure que donc cette nouvelle démarche, cette nouvelle méthode ouvrait des perspectives pour revisiter justement pour aborder plutôt des mondes qui étaient un peu tombés entre les gouttes, enfin, je m'exprime très mal, pardon, mais qu'on n'arrivait pas à appréhender en fait par manque d'archives, ou alors parce que c'était dispersé justement comme dans la presse, dans les faits divers et difficile à appréhender.
Est-ce que, à part les boutiquiers de Shanghai, est-ce que pour parler de l'histoire de Shanghai, de la Chine ou de l'histoire franco-chinoise même, est-ce que vous voyez d'autres terrains qui seraient exploitables grâce à l'utilisation croisée, donc des méthodes computationnelles, du cerveau de l'historien et de l'IA générative? Ah ben oui, il y a plein de sujets. C'est tout le problème d'ailleurs, à partir du moment où on a commencé à voir ces corpus et disposer de ces méthodes, avant même les LLM, très honnêtement, j'avais envie de revisiter la prostitution, j'aurais eu envie de revisiter énormément de sujets ou d'explorer de nouveaux sujets. En l'occurrence, ma tentation actuelle n'est pas... Les boutiquiers, c'est un sujet que je ne vais pas prolonger très 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 longtemps, mais le crime, par exemple, quelque chose qui me fascine. Mais on pourrait travailler sur la vie quotidienne des Français. Faudrait voir. Il y a vraiment. Je pense que les sujets, c'est au fond à l'appréciation et en fonction de l'imagination de celui qui veut examiner des sujets. Euh, il y a des choses sur lesquelles on va être dans des impasses parce que encore que je ne puisse même pas définir a priori. Est-ce qu'il y a des choses dont la presse ne parle pas, par exemple, des sujets. Bon, mais je crois vraiment que quand on a des journaux comme bon, cet ensemble de journaux français, de journaux de langue anglaise ou de Shenpa ou d'autres journaux en langue chinoise, on peut vraiment aborder énormément de sujets. Je veux dire, en particulier des sujets d'histoire sociale de ce que j'appelle les nobodies de l'histoire. Hein, je veux dire, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose sur les bidonvilles, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose sur les petits marchands, enfin, vous savez, les marchands de rue, là, les xiaofan qu'on avait partout. Je suis certain qu'on va trouver beaucoup de choses. Et ce ne sera pas exclusif, pour le coup. Selon les sujets, on pourra effectivement aussi s'appuyer sur de l'archive. Sur les xiaofan, par exemple, les petits marchands des rues, je sais que j'ai trouvé, moi, beaucoup d'archives à Shanghai. Donc, on peut tout à fait euh, combiner les deux. Puis il y a des sujets sur lesquels, voilà, et quand on est coincé, quand on ne peut pas accéder aux archives, qu'on ne veut pas vous donner les archives, ce qui est quelque chose qui m'est quand même arrivé assez fréquemment, eh bien au moins on a la presse. Là maintenant, on peut à grande échelle utiliser cette source qu'auparavant on avait, mais qu'on ne pouvait accéder qu'à travers une lecture, feuille à feuille, article à article, et bien sûr c'est extrêmement limitatif. Donc n'hésitez pas, s'il y a plein de sujets, vous pouvez explorer plein de sujets hein, dans ces, dans ces Ok. ressources. Ouais. Merci pour toutes ces bonnes idées. On va demander à Thierry de nous monter une ferme IA pour la société d'histoire. Demandez à Humanum. Non, il faut ouvrir un compte, hein, c'est pas très, c'est pas, voilà. C'est accessible au public, au grand public. C'est accessible à un public de chercheurs normalement. Hmm. Donc D'accord. voilà, mais je pense pas que Ok. ce soit pas surutilisé pour l'instant. Ok, bah on prend bonne note. Je sais pas s'il y a encore une dernière question qui traîne par-ci par-là. Sinon. Non, mais peut-être, Christian, enfin, vous faites des choses assez innovantes, etc., mais et qui sont, enfin, la recherche française, enfin en France, européenne, on va dire, sur la Chine et manque de mains, on va dire, manque de moyens aussi. Enfin, c'est peut-être le moment aussi de parler de certaines initiatives que vous avez dans ce domaine-là. Et puis ensuite, on va conclure, nous, de notre côté. Si vous voulez, vous pouvez nous en parler rapidement. Oui, merci de me donner la parole sur ce sujet qui est un petit peu en décalage. Mon souci, effectivement, depuis très longtemps, c'est de développer ce que j'appelle en France une expertise sur la Chine. On n'a pas assez de bras, on n'a pas assez de cerveau, tout simplement parce que les moyens n'ont pas été mis dans nos universités, hein. Il y a vraiment une faiblesse structurelle. Et l'initiative que j'ai prise il y a très longtemps, mais que j'ai vraiment relancée en 2021, c'est une fondation hein, qui s'appelle le Fonds international pour les études chinoises qui cherche à lever des fonds avec surtout deux soucis importants. Le premier,
c'est avec ces fonds de créer des chaires juniors dans les universités pour créer un mécanisme incitatif, hein, donc en cofinançant pendant 3 ans des chaires. Et l'autre, c'est bien sûr aussi d'assurer une base documentaire, car c'est une chose sur laquelle nous sommes pauvres, il faut bien le dire très clairement, c'est sur la documentation sur la Chine. Donc, sur LinkedIn et sur YouTube, j'ai publié un certain nombre de vidéos pour appeler les uns et les autres, les unes et les autres, à nous contacter, soit à contribuer, soit à nous aider à entrer en relation avec notamment des entreprises qui seraient disposées à contribuer financièrement à cet enjeu qui est vraiment majeur en France, en Europe, on le voit tous les jours. Et je pense qu'on n'a pas pris la mesure de cette faiblesse structurelle. Les initiatives publiques, je regrette de le dire, sont totalement insuffisantes. Je pense qu'on a dépensé de l'argent public en pure perte et il faudra vraiment en fait prendre des choses par l'autre bout. Pour avoir été formé aux États-Unis, je crois beaucoup à l'initiative individuelle, je crois beaucoup aussi au soutien des entreprises et au rôle des fondations. Je n'ai jamais diabolisé l'entreprise. Et voilà, je voudrais faire passer ce message aux uns et aux autres pour effectivement venir nous appuyer. Et vraiment, il y a un enjeu, il y a vraiment un enjeu essentiel à mieux comprendre la Chine euh, en formant des jeunes, en créant des emplois scientifiques. Voilà. Merci. Non, c'est un constat qu'on partage pleinement à la Société d'Histoire, donc on est heureux de jouer aussi le rôle de caisse de résonance sur ce sujet. C'est évidemment très important pour l'avenir et pour la compréhension, on va dire, entre nos pays. Voilà, sur cette note un peu différente par rapport au sujet, au contenu de ce soir, mais c'était important de le dire, je pense. Christophe, je te laisse conclure. Et merci beaucoup, Christian Henriot, pour ce que vous nous avez partagé ce soir. Toutes ces questions qui vont résonner en nous et continuer à nous faire réfléchir. Et c'était vraiment passionnant. Je voudrais, avant qu'on se quitte, une dernière minute pour présenter rapidement nos prochains événements. Ils seront aussi de très grande qualité. Donc je vais aller sur mon partage de l'écran. Hop. Et alors, c'est où? Oups. Non, voilà. PPT, j'y retourne. Désolé, hein. Ça part un peu dans tous les sens. Mon écran, oui. Voilà. Alors, on y va directement. Donc, à venir. Le 5 mars, on a une jolie conférence sur les sinologues, interprètes et lettrés du consulat de France à Shanghai et la quête d'autonomie de ce consulat par rapport à la délégation de France à la fin du 19e siècle par Kong Zhang. Donc, c'est une collaboration avec l'École française d'Extrême-Orient qui vient de s'implanter donc à Shanghai, à Fudan. Donc, qui nous offre une très, très chouette conférence qui va intéresser, je pense, beaucoup de nos chercheurs amateurs. Le 12 mars, un chouette podcast aussi de Sébastien Weg. Les podcasts qui sont assurés par Michel Chapdelaine, qui est en France, qui nous représente en France. Et donc, encore un beau podcast qui parlera du 4 mai 1919 à Pékin, le mouvement du 4 mai, des étudiants chinois. Et le 21 avril, ce sera plus champêtre, on va dire, avec les jardins de Suzhou, imiter la nature, cultiver le retrait, par Lu Xun, mais c'est pas le Lu Xun de la littérature, c'en est un autre. Je ne connais pas les caractères, donc je ne saurais pas dire lequel. Voilà, ça sera très intéressant aussi. Donc voilà, quelqu'un qui vient de l'université de Suzhou. Pour la conférence du mois de mars, c'est juste après le Nouvel An chinois, donc commencez dès maintenant à vous inscrire. Ça, voilà, comme on va partir en vacances un peu tous, n'hésitez pas. Et en complément, c'est aussi une conférence qui est labellisée Mois de la francophonie par le Consulat général de France à Shanghai. Merci David. Voilà. C'est noté. Ben voilà, je pense qu'on peut. Bien. Merci voilà. Christian. On va vous souhaiter une bonne après-midi.
Exactement. Merci. Bonne journée, bon après-midi. Merci à tous. Merci à Christian Henriot d'être intervenu aujourd'hui. Et puis on vous donne rendez-vous une autre fois. Merci. Au revoir. Merci, au Merci, au revoir. revoir.